Alors les réseaux sont d'apparition récente de quelques années et sont en fait là pour coordonner ces différents acteurs de soins potentiels au domicile. Donc ils vont intervenir là encore, l'objectif c'est pas de faire un millefeuille, mais ils vont intervenir pour essayer de mettre un peu en lien tous les acteurs possibles qui peuvent intervenir et éventuellement avoir un regard d'expertise sur des acteurs ou sur des soins qui seraient nécessaires en complément. L'intérêt pour moi aussi du réseau, c'est l'après. Parce qu'après le décès d'un enfant, l'hôpital disparaît. Les parents ne vont pas retourner ou très peu à l'hôpital et c'est pas l'hôpital qui va assurer le suivi de la famille, des frères, des sœurs. Le réseau, lui, va pouvoir continuer, puisqu'il est allé au domicile, à adresser un psychologue ou à orienter les familles vers des soutiens de deuil, par exemple, des suivis de deuil. Le réseau va, avec le médecin traitant, va pouvoir voir si l'un des parents fait une dépression, ne va pas bien, a besoin d'un traitement médicamenteux. Donc ça paraît important aussi pour l'après. Il coordonne avant, mais il peut aussi soutenir après. Le moment de l'intervention de notre équipe est très variable en fait. Il est variable parce qu'on intervient à la demande d'un professionnel. Et en fonction du professionnel qui travaille avec nous, il aura tendance à nous appeler parfois très tard, un mois avant le décès de la personne, peut-être parce qu'avant il n'a pas été en capacité de parler du palliatif ou de penser ces questions-là. Et puis il y a des professionnels avec qui on peut qui nous appellent très en amont de la fin de vie, quand on sait qu'il n'y a plus de guérison. C'est ça la définition du palliatif, c'est quand on sait qu'il n'y a plus d'espoir de guérison. Donc là, ils nous appellent pour faire du lien avec cette famille. Et puis là, c'est pour nous les conditions idéales parce qu'on a du temps devant nous pour travailler avec eux et pour les aider au mieux. La place du réseau, je dirais, c'est en fonction des besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier que le domicile, c'est le lieu de vie. Et les familles n'ont pas forcément envie qu'il y ait du monde chez eux. Donc là, c'est aussi une approche tout à fait, je dirais, si on doit dire qu'on a une qualité, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, en fonction de chaque situation, on se dit, ils ont besoin de moi, j'y vais souvent, ou ils se débrouillent très bien, ils sont en lien avec l'hôpital, ils n'ont pas besoin de moi, ou j'y vais à la demande du médecin de l'hôpital qui a besoin d'une confirmation sur un symptôme, sur une difficulté. Donc c'est vraiment un travail par touche et en fonction de nos compétences. Donc ça peut être un moment l'assistante sociale. On a eu récemment une situation où la maman touchait juste le RSA et c'est grâce à notre assistante sociale qu'elle a pu avoir un retour, un revenu décent. Ça peut être la psychologue qui à un moment va intervenir à domicile pour la fratrie par exemple. Et là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai une infirmière de réseau qui m'a téléphoné à propos d'une petite fille qui est décédée il y a 2 ans. Et la maman a des difficultés avec la sœur et est un peu perdue. Et elle a fait appel au réseau pour savoir quelle solution trouver. Donc 2 ans après, elle se dit, le réseau, ils vont pouvoir m'écouter, ils sont venus à la maison, ils connaissent la famille. Donc il y a un lien un peu côté bouée de secours qui peut se faire par la suite. Alors qu'avec l'hôpital, pour les familles, c'est souvent difficile. Quand l'enfant est décédé à la maison, quand l'enfant n'est plus soigné, revenir à l'hôpital, c'est parfois extrêmement douloureux parce qu'on revient un peu en arrière et qu'il faut parfois du temps avant de pouvoir faire ce chemin-là. Donc on peut trouver un infirmier qui accepte de piquer un porte-à-4 d'un enfant, on peut trouver un psychologue libéral qui va venir à la maison, on peut trouver une association de garde malades qui va prendre le relais auprès de l'enfant quand la maman va s'occuper de la fratrie. Enfin, il y a plein de choses qui existent en ville et qui sont peu connues là aussi du milieu hospitalier. Donc on est aussi, je dirais, centre de ressources locales, on sait ce qui existe. Donc c'est vraiment une adaptation aux besoins. Alors la place du médecin traitant, là pour le coup en pédiatrie, c'est aussi très particulier parce que souvent, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que les pédiatres de ville souhaitent pas, enfin ça on en a fait le constat, souhaitent pas s'investir plus que ça auprès des enfants en fin de vie. En plus, ils ne se déplacent pas à domicile. Et pour les médecins généralistes, c'est une sacrée épreuve. Parce qu'un enfant en fin de vie, on va en avoir peut-être un dans sa carrière. Ils ne se sentent pas compétents. Souvent, pendant la durée de la maladie, je dirais, ils ont été exclus de la prise en charge, puisque le référent, c'était l'hôpital. Donc là, on fait avec ou on fait sans, en fonction des possibilités. C'est vrai que le rôle du médecin généraliste, c'est de pouvoir réfléchir sur ce qui se passe sur un temps donné.
C'est-à-dire, et c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et ça, un médecin hospitalier, il ne peut pas faire ça. C'est soit il a l'enfant sous les yeux, donc ça veut dire que c'est un enfant qui est hospitalisé, soit s'il n'est pas hospitalisé cet enfant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un médecin qui puisse quand même, je crois qu'en tout cas c'est le rôle du médecin, de pouvoir vraiment gérer l'évolution de la maladie qui avance très très vite. Dans les derniers jours, les dernières heures, la maladie avance vraiment très très vite. C'est quand même important que nous, on puisse en donner compte en fait, aux médecins hospitaliers et pouvoir faire ce qu'il faut pour soulager l'enfant. L'histoire d'un enfant qui avait une cardiopathie congénitale, moi j'ai appelé le médecin de PMI, puisque dans le 93 c'est beaucoup des médecins de PMI. L'équipe était complètement paniquée à l'idée que cet enfant risquait de mourir. Donc il a fallu, là dans le cadre du réseau aussi, faire un travail avec ce médecin de PMI pour l'accompagner, pour qu'elle puisse envisager la mort de cet enfant. Une famille qui va être à domicile doit pouvoir avoir un médecin traitant qui est prêt à se déplacer quasiment dans les derniers jours, 24 heures sur 24, de manière où, s'il y a un accident aigu, à ce qu'il ne se sente pas seul. Donc le médecin traitant, simplement, il faut le contacter suffisamment tôt, il faut l'impliquer suffisamment tôt dans la prise en charge, parce que c'est pas dans les dernières semaines d'un enfant qu'on va appeler un médecin traitant en lui disant « Est-ce que vous pouvez venir vous en occuper ?» Et donc j'ai été contactée par ce médecin hospitalier pour prendre en charge cet enfant alors que sa vie était estimée à quelques jours, voire quelques semaines. Je pense que la première réflexion que j'ai eue, je me suis dit « Oh non !» Je pense que c'est à peu près ça. Et en même temps, en parallèle, je me suis dit de toute façon, je ne peux pas dire non. Et donc je lui ai dit oui, effectivement. Et j'ai fait la connaissance de cet enfant. De cette petite Léa, alors qu'elle ne me connaissait pas du tout, qu'elle était dans la crainte quand même. Il a fallu que je l'approche très lentement, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de patience et surtout sans notion de soin. C'est-à-dire simplement, mon rôle c'était bien sûr de rassurer l'enfant, de rassurer un peu les parents, enfin en tout cas la mère puisque le papa était très en retrait, d'avoir un lien avec l'infirmière à domicile et pouvoir dire à l'enfant que ce qui m'intéressait c'était sa souffrance ou la douleur qu'elle pouvait avoir et que ce que nous on devait faire c'était pas l'embêter, c'était simplement l'aider à moins souffrir. Le rôle du médecin généraliste, c'est de pouvoir en fait voir de manière quotidienne l'enfant, si on en a besoin, voire 2 fois dans la journée si c'est nécessaire, pouvoir faire le lien avec le médecin hospitalier, lui tenir compte de ce qui se passe, de l'évolution de la maladie, de l'évolution de l'altération de l'état général, et de voir comment on peut faire pour que l'enfant soit bien, soit pas inquiet, et puisse, je dirais, passer dans la mort d'une manière sereine, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas plus humaine. Sinon, il n'y a strictement aucune formation médicale, universitaire, réelle au cursus de médecin généraliste. De toute façon, la mort est occultée en permanence dans les études de médecine. C'est quelque chose qui n'existe pas puisqu'on est censé soigner et guérir tout le monde. Et imaginer que la mort existe, mais c'est dramatique pour un médecin. Je pense que j'ai été très sensibilisée sur le cas de Léa parce que j'ai fait un stage de cancérologie, c'était donc mon premier semestre d'interniste, enfin d'interne. Et voilà, j'ai été confrontée comme ça tout d'un coup, alors que j'étais dans une salle de soins palliatifs à 2-3 décès par jour. Et donc, on a passé tout le mois de juin sur Rennes. Sur Rennes. Juillet un peu aussi. Une partie de juillet aussi sur Rennes. Et après, on est rentré à la maison avec lui. Et donc la chimio s'est faite entre l'hôpital de Rennes, où il y avait une partie de la chimio qui se faisait à Rennes, et une autre partie de la chimio qui a été faite à Saint-Brieuc. En hôpital de jour. En hôpital de jour. Du coup, c'était quand même plus pratique, parce que Saint-Brieuc, c'est à 40-45 minutes de la maison. On avait reçu cette famille parce que ce petit garçon était venu pour adressé par un autre hôpital. Au niveau de notre service de pédiatrie, on travaille en réseau avec le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Rennes pour justement prendre en relais les traitements de chimiothérapie interphase, c'est-à-dire que la prise en charge initiale d'une tumeur ou d'une maladie maligne est démarrée sur le CHU et les traitements interphase
sont pris en charge au sein de Saint-Brieuc. Parce qu'il y a la famille, effectivement, il y a tout l'entourage qui est derrière qui puisse venir et la distance est fondamentale. Et l'hôpital de Rennes, notamment le service d'oncologie et hématologie pédiatrique, sait que notre équipe peut prendre en charge ce type de pathologie, et notamment de soins palliatifs. Donc le choix a été fait que l'accompagnement puisse se faire sur Saint-Brieuc.